Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, chers collègues. Bonjour, bienvenue dans cette session de La Voix des travailleurs qui est organisée par le Bureau des activités des travailleurs du BIT. Mon nom, c'est Soare Mamadou. Je suis le responsable de la communication et des publications auprès du Bureau des activités pour les travailleurs, ACTRAV. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un thème qui est très important pour les syndicalistes et les travailleurs. Il s'agit bien sûr de la protection sociale. Actuellement, comme vous le savez, chers collègues, chers amis, malgré la pandémie du COVID-19 qui fait des ravages dans le monde, plus de 4 milliards de personnes vivent aujourd'hui sans couverture sociale. Alors, la question, c'est de savoir quels sont les obstacles à la réalisation d'une protection sociale universelle et quel pourrait être le rôle des syndicats, mais aussi de l'OIT, des gouvernements et des organisations d'employeurs pour étendre justement cette protection sociale à tous. Dans cet entretien, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous deux syndicalistes. D'abord, M. Marcel Zanté, qui est le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs burkinabés, CNTB, depuis le Burkina Faso. Il nous rejoint depuis Ouagadougou. Bienvenue, M. Zanté. Et nous avons aussi M. Chris Seroyen de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique qui a accepté de se joindre à nous pour cette session sur la protection sociale. Bienvenue, Chris. Bonjour tout le monde. Et bienvenue aussi à nos aimables audiences. Et nous voulons tout de suite commencer par vous dire que vous pouvez aussi demander ou poser vos questions et commentaires via le Zoom, via aussi le chat que nous avons sur Facebook. Cette session est bien sûr enregistrée et diffusée actuellement en direct sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et commentaires et nous serons ravis de les envoyer à nos deux invités. Je vais donc commencer par vous, Chris. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelle est votre expérience en matière de protection sociale en Belgique? Oui, bien sûr, Mamadou. Je parle de nos expériences maintenant avec la pandémie, la pandémie Covid-19. Ouais. Je dois dire, je dois admettre, en Belgique, nous avons un système de sécurité sociale bien développé qui est en grande ligne conforme à la Convention 102, tant en ce qui concerne les revenus de remplacement que les soins de santé. Ce système, pendant la pandémie, comme elle a fait aussi pendant la crise financière de 2008 et après, ça a montré ses points forts. Hein. Nous avons pu donner des soutiens assez importants aux travailleurs touchés, mais ça, ce n'est que l'individuel. Aussi important est le rôle que ce système a joué à nouveau comme stabilisateur automatique d'un point de vue macroéconomique pour un peu stabiliser l'économie, éviter des pertes de pouvoir d'achat énormes, etc. Mais aussi important est de souligner, c'est pas par hasard qu'on avait ce système, c'est parce que pendant 4 décennies, ensemble avec nos autres syndicats et aussi des affiliés politiques, pendant 4 décennies, on a combattu le modèle néolibéral, souvent embrassé par les employeurs, visant à éroder la sécurité sociale et également pour donner libre cours aux assureurs privés. Donc, ce qu'on a vécu maintenant, c'est le fruit de ce combat pendant 4 décennies. De l'autre côté, même les employeurs de l'année passée ont embrassé notre sécurité sociale, ont changé un peu le paradigme et ont aussi admis que ce système est quand même assez efficace. De l'autre côté, c'est maintenant aussi à nous de mettre en avant aussi les faiblesses. Le système avait encore quand même ses faiblesses, avec 3 points que je veux souligner. C'est en particulier pour les gens qui ont perdu leur emploi. Je ne parle pas des travailleurs mis en suspension, en chômage temporaire, mais les chômeurs complets avec des allocations trop bas. Hein. Donc, il y a un problème d'accuracy, de niveau d'allocation. 2, il y a un problème de couverture.
qui est central dans le débat maintenant à cette conférence. On n'a pas pu aider certaines minorités, des contrats temporaires, des contrats d'intérim. On a, comme partout dans le monde, le problème aussi avec les plateformes digitaux, avec les travailleurs là, exclus de la protection sociale. On a le problème des étudiants qui travaillent pour financer leurs études, mais sans couverture, etc. C'est un problème de couverture. Et en troisième instance, en particulier pour la pandémie, oui, les gens qui connaissent un peu la Belgique savent que la Belgique est en réforme permanente institutionnelle. Donc, on a défédéralisé, donné la compétence aux régions pour certaines parties des soins de santé, et c'est pas ça, cette fragmentation n'a pas bien aidé. Ce sont des trois faiblesses. Pour ces trois faiblesses, la pandémie était un stress test, hein, un stress test important, et c'est maintenant partie de leçon de cette crise pour faire mieux, et en particulier aussi pour faire structurel, ancrer dans notre système structurel les mesures de crise qu'on a prises temporairement, parce que les meilleures mesures de crise, ce sont les mesures qu'on ne doit pas plus inventer, qui sont déjà ancrées dans le système structurel. Merci Chris pour avoir partagé cette expérience belge en matière de protection sociale, mais aussi par rapport au rôle des syndicats pour justement limiter l'impact du Covid dans votre pays. Je me tourne maintenant vers vous, Marcel, depuis Ouagadougou. Quelle est votre expérience en matière de protection sociale au Burkina Faso? Merci bien, Mamadou, et merci à tous les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais dire qu'à la différence de la Belgique, nous avions effectivement une expérience assez limitée en matière de protection sociale, dans la mesure où, depuis en tout cas des années, et je voudrais mon intervention axée ça sur deux niveaux, pour dire que l'expérience que nous avions ici, d'abord, c'est que nous sommes déjà dans une protection sociale, mais très limitée, très limitée. C'est là pour les travailleurs salariés de la fonction publique et ceux du privé. Maintenant, les travailleurs indépendants ou ceux de l'économie informelle ne sont pas couverts par cette protection sociale de manière complète. De sorte qu'en tant qu'organisation syndicale, je vais parler de la CNTB, depuis plus de 3 décennies maintenant, nous avions inscrit en tout cas la protection sociale dans nos actions. Et je pourrais vous dire à ce niveau que j'ai eu cette chance-là, en tant que membre de cette confédération-là, de participer à des formations au niveau international comme au niveau du Turin sur la protection sociale. Et c'est à partir de là que nous avions effectivement développé des politiques à l'endroit des membres, à l'endroit des populations, pour voir comment est-ce que nous pouvons les inciter, nous pouvons en tout cas les accompagner dans une prise en charge entière au niveau de la protection sociale. Et pour donner un peu d'exemple, je dirais qu'au niveau de notre organisation, au niveau de notre mouvement, nous avions bien entendu, avec le soutien de nos amis, les partenaires de la Belgique, à travers leur ONG WESM, We Social Movement, on a mis en œuvre pendant près d'une décennie des programmes sur, en tout cas, la protection sociale. Ce qui nous a amené à sensibiliser les populations, à sensibiliser les travailleurs de l'économie informelle, à pouvoir aller au moins prendre une partie de la protection sociale qui est, par exemple, l'assurance vieillesse au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale au Burkina Faso, pour quand même assurer une partie de leur prestations en protection sociale, parce qu'ils ne sont pas couverts par ça. Également, nous avions toujours, dans le cadre de la protection sociale, accompagné d'autres acteurs dans le cadre des AGR. Chez nous, quand on parle d'AGR, c'est les activités de revenus, des microcrédits, par exemple, qu'on a accompagné ces populations-là. Maintenant, de manière générale, au niveau du pays, il faut noter qu'il y a quand même une politique de protection sociale qui a été mise en place par notre gouvernement, qui, en tout cas, tente d'appliquer cette politique-là, mais bien entendu, la politique peine à être entièrement couverte parce qu'il faut les moyens pour ça. À côté de cette politique, alors, on a mis en place un Conseil national de la protection sociale. Et ce conseil-là, effectivement, est constitué de plusieurs acteurs qui sont du monde de la protection sociale, qui sont du monde de la santé, de l'économie informelle, qui sont également du monde de la mutualité. Et donc, nous, à travers des partenaires comme Laurent, nous participons à ça.
Maintenant, au-delà de ça, il faut reconnaître qu'au niveau du monde syndical, le mouvement syndical en entier, je prendrai le cas spécifique des affiliés de la CCI Afrique, des affiliés de la CCI, et nous sommes 4 au Burkina. On a, à travers le centre d'analyse, un comité d'analyse qu'on a mis en place, de CARES, comité d'analyse que nous avions pu mettre en place pour voir un peu les politiques macroéconomiques de notre pays. Donc, ce comité d'analyse-là a fait même une analyse de la protection sociale auprès des populations au Burkina Faso. Et donc, tout ça, c'est pour voir quelles seront, en tout cas, nos actions au profit des populations. Donc, ça fait que, malgré cette crise que nous avions constatée, qu'il y a eu, en tout cas, des effets sur nos membres, nos travailleurs, sur les populations, bon, la prise en charge, en tout cas, en matière de protection sociale, est assez limitée. Donc, voilà un peu, mais nous sommes en train de continuer toujours dans ce cadre-là. Et je pourrais revenir éventuellement après par rapport à certaines actions qui sont mises en œuvre et que nous avons effectivement accompagnées. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure, tous les deux, de nombreux défis concernant la protection sociale. Il y a justement une chose qui est très importante dans le cadre de renforcement de la protection sociale, c'est vraiment la question du dialogue social. Comment faire en sorte que le dialogue social soit efficace et inclusif? La question que j'ai pour toi, Chris, c'est de savoir comment le dialogue social efficace et inclusif peut-il être un atout pour renforcer les systèmes de protection sociale et obtenir un plus grand impact dans le cadre de la sortie de crise du COVID-19? Oui, sans doute. Mamadou, dans une crise comme celle-ci, c'était le même pendant la crise financière, on voit combien il est important que les partenaires sociaux soient fortement impliqués et que le dialogue social est efficace, qu'on trouve un consensus pour mettre en avant ensemble nos questions, nos demandes auprès des gouvernements et des responsables politiques plus larges. Mais le modèle belge montre aussi l'importance aussi de l'implication des partenaires sociaux dans le système même, le système de la sécurité sociale. En Belgique, nous avons deux manières d'implication. Les partenaires sociaux, nous sommes compétents nous-mêmes avec la gestion paritaire, la gestion des institutions de sécurité sociale. Ça, c'est notre business. Et pour la grande partie des institutions, c'est une gestion paritaire avec seulement un droit de contrôle pour le gouvernement, mais pas avec un droit de codécision. Et ce qui est aussi un peu typique, mais on voit ça aussi dans certains pays scandinaves, c'est aussi que l'implication des syndicats dans le paiement même des allocations de chômage. Ça, c'est le fameux modèle de Gand. On a le même avec les mutualités liées aux syndicats qui payent les prestations de maladie et d'invalidité. Je souligne ça parce que, vu cette gestion et le rôle dans le paiement aussi des allocations, nous sommes sur le terrain. Ensemble, avec les employeurs, nous voyons les problèmes. Et nous sommes aussi assez efficaces pour venir avec des solutions efficaces, avec des solutions assez vite, sans attendre les procédures de décision lourdes et lourdes du monde politique. Et ça, c'est un atout que nous avons. Deuxième élément, c'est la concertation assez efficace pendant la crise où, ensemble, avec les employeurs, nous avons mis en avant plusieurs propositions ensemble d'améliorer comme mesure de crise, donc temporaire, d'améliorer le système, c'est bien le système de chômage complet, le système de chômage temporaire en cas de suspension pour cas de force majeure, le système de maladie. Nous avons réussi aussi de mettre en avant ensemble une proposition aussi pour la reconnaissance du COVID-19
comme maladie professionnelle. Je sais aussi, Mamadou, que Actraf a travaillé là-dessus et on a constaté aussi que le gouvernement a suivi sans problème. Il a fait des problèmes budgétaires aussi, grâce aussi à l'assouplissement des critères budgétaires au niveau européen. Mais dans ce cas et dans le cadre de pandémie, peut-être aussi important de souligner l'importance de la collaboration avec les employeurs pour les questions de santé et de sécurité au travail. Très important parce que c'est pour une grande partie, c'est aussi des soins de santé préventifs. Éviter la contamination COVID-19 au travail. Donc, nous avons développé ensemble au niveau central, donc pour tous les secteurs, un cadre avec des orientations pour tous les employeurs et aussi pour tous les travailleurs, pour des contraintes, pour respecter dans les lieux de travail les règles de prévention. À côté de ça, nous avons aussi développé ensemble une convention collective pour encadrer le télétravail obligatoire, qui pose aussi un problème de santé. On a introduit là-dedans aussi le droit à la déconnexion, qui se trouve aussi dans un accord cadre européen entre-temps. Tous ces éléments sont quand même importants pour gérer la crise et éviter plus pire. Je dois admettre qu'on était moins efficace dans la concertation classique. Et je me souviens, après la crise financière, on a obtenu, on était le seul pays, je pense, dans l'Union européenne. On a assez vite, on a fait un accord central pour stabiliser aussi l'économie, pour sauvegarder le pouvoir d'achat des salariés. On n'a pas eu ce même réussite cette année-ci, donc on n'a pas réussi de conclure un accord pour 2021, 2022 aussi parce que entre-temps, donc, le gouvernement Michel chez nous est venu avec un cadre très contraignant qui se heurte au principe de la libre négociation sur les salaires. Mais pour ce cadre très restrictif, un jour, on va venir aussi à Genève pour attaquer ce modèle. Merci. Merci Chris pour cette intervention très intéressante. Je me tourne maintenant vers vous, Marcel. Selon vous, quels sont les avantages du dialogue social pour renforcer justement ce défi lié à la protection sociale? Merci bien. Il faut dire qu'à ce niveau, je dois d'abord souligner qu'au niveau de notre pays, nous avions 3 niveaux de dialogue social. Il y a le niveau national qui effectivement permet de regrouper les 3 mandats, notamment le gouvernement, les employeurs et les travailleurs au sein d'un certain nombre d'organes ou d'institutions qui essaient en tout cas d'apporter l'action, en tout cas le concours des parties pour qu'il y ait effectivement un dialogue social assez fructueux dans les entreprises, dans le monde du travail. Et il y a le second niveau qui est au niveau sectoriel, qui se mène directement entre employeurs. Quand je dis employeurs, j'ai bien entendu employeurs du privé, secteur privé et les syndicats, et également entre gouvernement et syndicats. Ça, c'est vraiment bipartite. Et il y a le troisième niveau qui est le niveau des entreprises. Maintenant, si on prend au niveau, premier niveau, qui est celui vraiment du niveau national, nous avions un certain nombre de cadres, comme je l'ai dit tantôt, qui ont travaillé et qui aujourd'hui ont permis de mettre en place, je vais parler tout de suite du dossier du nouveau concept, télétravail et travail à distance que nous, on ne connaissait pas avant. C'est à partir de la COVID-19 que nous avions connu ce concept-là. Et la dernière rencontre de la commission consultative du travail, à laquelle commission je suis porte-parole des travailleurs, on a inscrit effectivement des dispositions en relation pour essayer d'encadrer le télétravail et le travail à distance. Et également, il faut reconnaître qu'au niveau toujours national, il y a le Haut Conseil de dialogue social qui a été mis en place. C'est effectivement un organe assez important qui regroupe les 3 mandats, notamment le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. À ce niveau, le débat a été vraiment bien mené et je peux me dire que selon ce que j'ai eu comme retour d'information auprès de mes collègues,
secrétaires généraux qui sont membres de ce conseil-là. Il y a eu même des études qui ont été faites, un travail qui a été fait pour élaborer un protocole d'accord qui pouvait effectivement, s'il était signé ce protocole-là par les parties, il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été en tout cas proposées afin que les entreprises puissent avoir le soutien de l'État et éviter d'arriver à des mesures de licenciement, de perte d'emploi pour les travailleurs. Et de l'autre côté, les travailleurs qui allaient en tout cas avoir la chance d'être maintenus dans leur emploi, même si ils sont, ils sont empêchés d'aller au travail, surtout lorsque nous étions effectivement dans ce système de Covid où effectivement on avait mis les travailleurs, où on avait mis toutes les populations même en confinement à la maison et seuls les travailleurs salariés des secteurs formels, pour ne pas, en tout cas, du public, ça, ils étaient assurés de leur revenu, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et bien d'autres aussi au niveau du privé avaient leur salaire à la fin du mois. Malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a aussi des travailleurs du privé qui n'avaient plus reçu de salaire pendant ce mois de confinement. Donc, comment faire pour accompagner ces populations-là, pour accompagner ces travailleurs-là? Quand je parle de population, il faut noter également qu'il y a les travailleurs indépendants et de l'économie informelle qui, pendant le confinement, ne pouvaient pas aller vaguer à leur occupation professionnelle, donc ne pouvaient pas avoir de revenus. Et surtout, je ne vous apprends rien en disant qu'au niveau de beaucoup de pays, ces travailleurs-là vivent de jour au jour. Tant qu'il n'y a pas d'activité journalière, il n'y a pas de revenus. Et s'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas la propreté à la maison. Donc, il fallait que nous essayions de faire des plaidoyers auprès de l'État, auprès du gouvernement, pour accompagner ces populations-là. Donc, nous avions, en son temps, interpellé l'État, qui a tenté de faire ce qu'il semble pouvoir faire, mais ça n'était pas assez suffisant, parce que d'abord, on a donné des vivres, on a donné des accompagnements pour les salariés et autres, mais on n'a pas pu donner des revenus, en tout cas, on n'a pas pu compenser la perte de revenus que ces travailleurs ont vécu. À savoir que, bon, on vous donne un sac ou 2 sacs de riz ou de maïs comme ça. Bon, alors qu'on sait que ce n'est pas le mil, on va aller bouillir comme ça pour manger. Il faut bien entendu le préparer, ce truc-là, ce grain-là. Donc, ça fait qu'il y a vraiment ce perte de revenus qui a été constatée et qui n'a pas pu être supporté par le gouvernement, qui n'a pas non plus été supporté par les employeurs. Et il faut aussi dire que dans le cadre effectivement de cette COVID-19, nous avions, dans les plaidoyers que nous avons fait auprès de l'État, amené l'État à accepter, à accompagner un tant soit peu les acteurs de l'économie informelle, à savoir que les loyers des boutiques et autres qui étaient dus à l'État n'ont pas été payés pendant ce temps de confinement parce qu'il n'y a pas eu d'activité commerciale. Et également, les impôts et taxes qui devaient être prélevés ont été suspendus pendant cette période-là. Et il était question de mettre en place maintenant un fonds d'appui aux acteurs de l'économie informelle, auquel fonds chacun pouvait venir souscrire pour essayer de relancer son activité. Mais aux dernières nouvelles, le fonds, en tout cas, a difficilement démarré parce que bon, les conditions qui ont été mises en place n'étaient pas assez faciles d'accès, de sorte que beaucoup de ces acteurs-là n'ont pas pu avoir cet accompagnement-là. Et au niveau également, toujours, j'allais dire plutôt du secteur privé, des employeurs, et le protocole dont je vous parlais tantôt au niveau du Haut Conseil de dialogue social n'a pas pu être signé parce qu'ils ont estimé que ce qu'on leur propose, ils voudraient effectivement ces accompagnements-là, mais sans retour. Alors que l'État avait effectivement donné des conditions qu'après la crise, que les entreprises puissent rembourser ce qu'ils auraient eu comme accompagnement de l'État en termes de subventions pour leur activité. Maintenant, les employeurs n'attendaient pas cela de même oreille. Et surtout, ce que nous n'avons pas du tout apprécié à leur niveau, c'est qu'ils ont estimé qu'on ne devait pas les imposer des conditions de maintien des travailleurs de leur emploi. Malgré qu'ils aient reçu cet accompagnement, qu'on ne doit pas les imposer de maintenir les emplois. Chose que nous ne pouvons pas accepter. Si effectivement on est d'accord que l'État accompagne les entreprises, c'est aussi qu'en contrepartie, nos camarades ne perdent pas leur emploi. Malheureusement, ce n'était pas accepté par les employeurs. Donc, ce protocole, par exemple, est resté dans les tiroirs. Il n'a pas pu être signé. Donc, voici résumé ce que je peux dire par rapport à ça et dire que nous avions, en tout cas aujourd'hui, à travers
la Commission consultative du travail pris des dispositions pour en tout cas encadrer aujourd'hui le télétravail et le travail à distance que nous ne connaissons pas avant. C'est à partir de Covid-19 que nous l'avons connu. Et bon, on essaie de voir comment est-ce que ça va aller pour les années à venir. Et surtout que moi, personnellement, en tant que responsable, j'ai une petite crainte à ce niveau. Parce que je me dis que nous allons peut-être trouver des multinationales qui vont s'engouffrer peut-être dans cette dynamique-là et externaliser plusieurs de nos emplois à l'extérieur. À ce moment, c'est les emplois locaux, c'est les compétences locales qui ne vont pas avoir du travail. Moi, c'est une inquiétude que je mets. Peut-être que ce n'est pas attesté, ce n'est pas vérifié, mais c'est déjà une inquiétude que je mets à ce niveau-là. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme réponse à votre préoccupation. Merci à chacun de vous. Vous avez tous souligné, je pense, l'importance du rôle de l'État, mais aussi des organisations d'employeurs dans le cadre de cette protection sociale. Et je pense qu'une évidence est là, c'est que nous sommes tous d'accord sur l'importance de la protection sociale. Mais le défi majeur aujourd'hui, justement, c'est de savoir comment financer cette protection sociale. Qui va payer la facture? Donc, voici quelques solutions que nous voulons vous proposer à travers cette vidéo dont nous vous invitons à regarder. La crise de la Covid-19 a mis en lumière les conséquences catastrophiques du manque de protection sociale dont souffre la majeure partie de la population mondiale. La sécurité sociale est un droit humain. C'est aussi un besoin essentiel, comme nous le rappelle cette crise avec acuité. Cependant, 55% de la population mondiale n'a accès à aucune forme de protection sociale. Cette situation s'explique en grande partie par l'insuffisance des financements publics alloués à la protection sociale. Pour garantir à tous un revenu minimum en cas de besoin et l'accès aux soins de santé essentiels, les pays en développement devraient investir 1200 milliards de dollars en 2020, en plus de ce qu'ils investissent déjà. Cet investissement supplémentaire représente 3,8% de leur PIB. Pour les pays à faible revenu, l'investissement supplémentaire serait de 80 milliards de dollars en 2020, ce qui représente un investissement relatif plus important de 15,9% de leur PIB. Les efforts nationaux et internationaux visant à atténuer la crise de la Covid-19 ont permis de fournir une assistance financière de court terme. Cependant, ces efforts sont loin d'être suffisants. Il existe de nombreuses options pour accroître l'espace fiscal afin d'étendre la protection sociale à tous. Par exemple, la création de nouveaux impôts et taxes, ou l'élimination des flux financiers illicites, ou encore la réaffectation des dépenses publiques vers plus de protection sociale. La création d'un espace fiscal au travers de ressources nationales propres est aujourd'hui une priorité. Cependant, dans certains pays à faible revenu, où le déficit de financement de la protection sociale est extrêmement élevé et la capacité de création d'espace fiscal est limitée, l'effort national ne peut suffire. Il est nécessaire de compléter les ressources nationales par des ressources internationales sur la base du principe de solidarité mondiale. Combler le déficit de financement de la protection sociale est aujourd'hui indispensable. Et c'est aussi possible. Mais il faudra une volonté politique déterminée pour faire de la protection sociale une réalité pour tous. Justement, on a tous regardé la vidéo et il y a eu plusieurs pistes de solutions qui ont été évoquées concernant ce financement de la protection sociale. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Concernant le financement, l'article 71 de la Convention 102 est clair là-dessus. Donc, mobiliser les ressources domestiques pour les financer. Chaque pays doit faire ses propres choix, financer avec une taxation ou financer avec des contributions solidaires des employeurs et salariés. Mais très important, et quand on parle, les employeurs parlent toujours de la soutenabilité. Oui, la soutenabilité commence avec le financement. Donc, ça veut dire qu'il faut, comme syndicat, pas seulement travailler sur les allocations et la qualité des soins de santé, mais aussi sur le financement selon les choix nationaux. Mais de l'autre côté, la réalité est là.
pour une grande partie des pays. Et je ne parle pas seulement des pays les plus pauvres, comme Olivier de Schutter a présenté dans son rapport pour le Conseil sur les droits de l'homme. Une partie des pays, pour une partie des pays, on ne peut pas attendre qu'à court terme, ils peuvent mobiliser les ressources domestiques. Et donc, ça demande une solidarité mondiale. Et ça, c'est le débat qu'on a mis en avant maintenant dans notre commission pour la discussion récurrente sur la protection sociale. Et pour la première fois, le Fonds mondial pour la protection sociale, pour organiser une solidarité, pas pour une solidarité éternelle, non, comme catalyseur pour permettre à ces pays pauvres, plus pauvres, de développer leur propre système sur base d'une solidarité. Et ce n'est pas seulement une solidarité financière, mais ça demande aussi une capacité de support où l'OIT doit avoir un rôle central. On a réussi de mettre ça en avant avec le groupe des travailleurs. Il y a plusieurs pays qui nous suivent maintenant, mais ça, c'est encore le combat à faire maintenant, ensemble avec Marcel et ensemble avec toute la direction des travailleurs maintenant à l'enceinte de la commission récurrente. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, Marcel, étant donné que l'État a un rôle important à jouer dans le cadre de ce financement, mais nous savons tous aussi que les pays du Sud éprouvent de grandes difficultés en termes budgétaires. Quel est votre avis par rapport à cette question de financement de la protection sociale? Ok, merci bien. Je pense qu'à ce niveau, il faut, j'allais dire que je pourrais rappeler qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dans ce sens qu'il serait effectivement indiqué de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser ces ressources-là au niveau interne. Mais il faut aussi reconnaître que c'est comment cela peut être fait dans la mesure où effectivement la question de la soutenabilité se pose. Dans cette situation où la plupart des emplois en Afrique, en tout cas dans nos pays, sont des emplois surtout précaires. Des emplois précaires et également des emplois où, en tout cas, les revenus sont faibles. En ce moment, si vous demandez encore à ces travailleurs, à ces populations de contribuer à travers, je ne sais pas, un impôt ou une taxe, je ne sais pas si on ne va pas les appauvrir en plus. Ça, c'est la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Donc, l'État, effectivement, devrait voir au niveau des investissements pour essayer de mobiliser des ressources. Et nous pensons que l'État, à travers ces accords qu'il signe avec les multinationales qui s'installent dans nos États pour exploiter nos richesses, devrait en tout cas trouver des canaux à travers ces accords, à travers ces contrats-là, pour financer la protection sociale au profit de toutes les populations. Sinon, je serais d'accord qu'on dise qu'on mette en place un impôt ou une taxe sur je ne sais pas quoi, pour que nous puissions financer la protection sociale, mais quels seront les contribuables de cet impôt, en tout cas de cette taxe-là, sachant déjà qu'aujourd'hui, quand je prends la majorité de nos membres, bon, ils sont en tout cas dans des situations assez difficiles avec ce qu'ils gagnent déjà. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette difficulté au niveau de Burkina, dans la mise en place même de l'assurance maladie universelle, dans quelle assurance maladie on voudrait effectivement que, comme c'est une assurance maladie, c'est une mutuelle, chacun doit contribuer. Maintenant, comment contribuer, avec quoi il faut contribuer, c'est encore ça la problématique que nous nous posons. Et nous sommes en train de voir tous les créneaux qui pourront en tout cas nous permettre d'atteindre cela. Mais sinon, je sais que nous avions en tout cas soutenu l'idée qui avait été en tout cas proposée, qui a été proposée au niveau de la conférence, la 109e conférence cette année, qui est que le BIT puisse travailler, accompagner les pays à mettre en place un fonds mondial dans le cadre du financement de la protection sociale. Mais bon, est-ce que cela passera? Bon, on ne sait pas. Mais néanmoins, il y a ces éléments-là qu'il faut voir. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut effectivement qu'il y ait des contributions internes, donc il faut mobiliser les ressources au niveau interne. Comment le faire, où le faire? Je pense qu'à ce niveau, effectivement, on va encore faire revenir la question précédente qui est le dialogue social. Comment
on peut mettre en œuvre cette problématique du dialogue social pour que nous puissions tous, effectivement, contribuer à cela, dans la mesure où cette protection sociale est faite pour nous. Donc, nous devons effectivement contribuer. Mais comment contribuer dans la mesure où nous avons effectivement des revenus assez bas? Nous sommes dans des emplois précaires. Aujourd'hui, vous aviez un emploi de 2-3 mois. Vous le finissez, il faut attendre encore 1-2 mois pour revenir encore là-dessus. Donc, vous voyez un peu comment nous sommes tiraillés entre plusieurs mots. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment que nous puissions nous entendre avec les employeurs pour voir comment est-ce que nous pouvons financer, et puis le gouvernement, bien entendu, comment nous pouvons financer cette protection sociale-là pour toutes les populations et pour tous les travailleurs. Voilà un peu ce que je peux apporter. Merci Marcel. Je vois que les participants sont très actifs aussi sur le chat. J'inviterai évidemment nos panélistes à jeter un coup d'œil là-dessus pour pouvoir répondre directement aux différentes questions qui ont été posées. Et nous allons voir, si le temps le permet, si on peut sélectionner certaines questions pour les répondre en direct durant l'entretien. Je me tourne maintenant vers toi, Chris. Nous avons évoqué plusieurs aspects liés à la protection sociale. Maintenant, la question, c'est de savoir comment surmonter les obstacles que représente justement la persistance de l'économie informelle et les transformations du monde du travail pour parvenir à une protection sociale. Quel est ton avis là-dessus? Oui. Bon, c'est un champ large. Donc, je me limite à la question de l'économie informelle. Donc, bon, concernant l'informel, les ingrédients sont tous là. Donc, dans la Convention 102, la recommandation de 202, très important, la recommandation 204 de l'OIT pour la formalisation de l'économie informelle, sans oublier, ça c'est un peu négligé maintenant, la recommandation paix et résilience. Parce que, oui, ça c'est pour des situations de guerre et de crise, mais la pandémie était aussi une situation de crise. Et sans oublier non plus les conventions sectorielles. Je viens à ça pour les travailleurs domestiques, pour ceux qui travaillent à domicile, la convention 177, les ingrédients sont là. Et ce n'est qu'une question maintenant de l'implémentation, la mise en œuvre au niveau national. Je dois admettre, comparé avec la situation, comme Marcel a décrit aussi, la situation dans beaucoup d'autres pays du monde, en particulier aussi en Afrique et en Asie. Chez nous, en Belgique, quand on parle d'économie informelle, on ne parle que de certaines minorités, mais quand même aussi pour ces minorités, on essaie aussi d'améliorer notre système de sécurité sociale. On a, sur base de la Convention 196, on a mis en avant la sécurité sociale des travailleurs domestiques avec quand même des progrès très importants. Notre système de chèque-service avec le rôle des intermédiaires bien régulier a aussi bien aidé. On n'est pas loin encore dans la protection des plateformes digitaux. C'est aussi devenu une certaine économie informelle qui est même régularisée à un moment donné par notre gouvernement fédéral, mais avec un système où la loi dit quand on ne gagne pas trop dans ces plateformes, on est libéré de taxes et même libéré de la sécurité sociale. Mais bon, on a contesté ce système devant notre Cour constitutionnelle et ça a amené à quand même une grande victoire juridique, ce qui n'a pas empêché que les problèmes restent. On attend une proposition volontariste de la Commission européenne pour fin de l'année et le gouvernement belge a aussi annoncé des progrès. Laissons espérer. Très important aussi pour nous, c'est l'économie informelle dans les circuits de travail noir, souvent organisés et de plus en plus aussi via des réseaux internationaux, ce qui demande aussi pas seulement un renforcement de nos inspections,
la capacité de nos inspections ou les prescriptions de l'OIT, la Convention sur l'inspection du travail, sont quand même utiles pour le renforcement de la capacité personnelle, mais on attend aussi beaucoup d'une meilleure collaboration au niveau européen. Merci. Marcel, nous savons tous que l'économie informelle elle est très persistante, notamment dans les économies du Sud, mais il y a aussi un facteur déterminant, c'est la transformation du monde du travail. Selon vous, comment surmonter les obstacles que représente justement la persistance de l'économie informelle, mais aussi les transformations du monde du travail, afin de parvenir à une protection sociale universelle? Quel est votre avis là-dessus? Okay. Si vous permettez, je vais répondre à une question que sur le chat qui vient du Cameroun, qui m'a été adressé, qui trait à la retraite des travailleurs indépendants. Je pourrais simplement répondre qu'à ce niveau, effectivement, nous avions le système de sécurité sociale qui est à deux niveaux. Une sécurité sociale pour les agents publics de l'État, qui est gérée par la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, et celle qui est gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale pour tout ce qui est salarié privé. Maintenant, cette seconde institution-là a ouvert une branche en son sein pour permettre aux travailleurs indépendants et ceux de l'économie informelle de pouvoir s'affilier pour bénéficier effectivement d'une pension lorsqu'ils auront atteint l'âge de la retraite. Donc, ça fait que c'est cette prestation qui est ouverte à ces personnes-là. Pour dire que si vous vous inscrivez à cette prestation-là, on vous donne le montant de votre cotisation que vous allez effectivement verser normalement. Et lorsque vous allez atteindre l'âge de la retraite, vous faites voilà votre retraite et vous avez la pension au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Donc, actuellement, elle a expérimenté beaucoup de travailleurs indépendants qui sont inscrits à cette branche-là pour pouvoir bénéficier de la pension lorsqu'ils seront à l'âge de la retraite. Donc ça, c'est possible, avec également, bien entendu, ceux de l'économie informelle. Et elle est même ouverte à ceux-là qui, entre-temps, ont perdu leur emploi. Si, par exemple, moi, j'ai travaillé, j'ai cotisé pendant 20 ans et qu'en temps, je perds mon emploi, je peux toujours continuer à payer cette cotisation-là jusqu'à atteindre l'âge de la retraite, afin que les annuités qui seront calculées pour ma pension puissent être améliorées. Qu'on ne calcule pas ma pension sur la base de 20 ans seulement, mais que ça puisse aller à 25 ou 30 ans si, en tout cas, mon âge le permet. Donc, c'est cette ouverture que je voulais faire pour répondre à cette question qui m'a été posée. J'espère que j'ai répondu à la question. Maintenant, s'agissant de la question telle que vous l'avez posée, je puis dire que le secteur informel, en tout cas, il a la peau dure, hein, il faut le reconnaître, parce que chaque jour que Dieu fait, il est alimenté par des acteurs. Aujourd'hui, on va travailler à le formaliser, oui, mais reconnaissons qu'il y a l'exode rural qui est aussi une réalité. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui quitte son village pour venir dans les centres urbains et qui n'a pas d'emploi, va où? Il va dans le secteur informel. Donc, au fil du temps, c'est toujours des personnes qu'on va retrouver dedans. De sorte que le travail que nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, nous pouvons essayer d'accompagner ces acteurs-là, d'abord en s'organisant pour avoir des structures fêtières assez fortes, qui puissent être assez représentatives et qui puissent être à l'écoute de ces acteurs-là. En partant de ces structures fêtières, de ces acteurs-là, nous pensons que tout ce qui est politique ou programme qui va être mis en œuvre à leur profit pourra atteindre les objectifs. Mais qu'on ne parachute pas des programmes pour dire oui, on regroupe une vingtaine, une trentaine d'acteurs pour dire voilà, non, que vraiment on les accompagne à bien s'organiser à travers des syndicats qui puissent répondre convenablement à leurs attentes. À partir de ces syndicats mis en place, on sait qu'ils pourront toucher tous ces acteurs-là et faire partager cette politique-là à leur endroit.
nous savons aussi qu'il faut une très bonne stratégie de communication et de sensibilisation. Parce que lorsque vous allez aller auprès d'un acteur de l'économie informelle et que vous allez parler de la formalisation de son secteur, de son emploi, il voit déjà les impôts et taxes auxquels il sera confronté. Donc, il va en tout cas vous dire, bon, oui, mais ce n'est pas évident qu'immédiatement, il va s'y engager. Parce qu'il préfère rester dans ce statut d'informel, se disant qu'il paye moins d'impôts ou moins de taxes. Donc, pour l'amener à épouser effectivement cette dynamique-là, il faut une très bonne stratégie de communication et de sensibilisation à l'endroit de ces acteurs-là pour que les choses puissent passer. Je voudrais aussi relever un élément au niveau des travailleurs domestiques. C'est un secteur assez particulier. Aujourd'hui, nous avions, au niveau du Burkina, lancé des campagnes de sensibilisation pour, en tout cas, essayer de voir si on ne peut pas ratifier la convention la convention de l'OIT par rapport à cela. Mais on est confronté à un élément. Moi-même, en tant que travailleur, par exemple, de l'économie, du secteur formel qui est salarié, je suis amené à prendre un boy ou une bonne chez moi à la maison et je suis tenu de le payer au moins au SMIC. Si on retient cela de mon salaire, combien ça va se faire? Donc, ça fait que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous sommes aussi, j'allais dire, nous encourageons ou en tout cas, nous faisons continuer ce travail domestique-là parce que dans tous les domiciles, dans toutes les constructions, on en trouve. Et comment ils sont traités, voilà un peu le problème. On peut effectivement réclamer au niveau des institutions, au niveau de ceux-là qui ont certains revenus, de respecter cette... Mais il y a une grande partie aujourd'hui qui ont besoin de ces personnes-là, mais qui ne peuvent pas supporter effectivement le minimum qui est le SMIC pour le paiement. Donc, je pense qu'à ce niveau, ensemble, nous devons pouvoir essayer de se donner les indications pour amener les acteurs à se mettre dans l'ordre. Voilà un peu ce que je pourrais ajouter comme suggestion à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup pour cette explication. Nous approchons de la fin de cet entretien. Mais avant, je voulais vous poser à chacun une dernière question qui est relative aux actions et mesures, selon vous, que l'OIT devrait entreprendre pour renforcer son leadership dans le système multilatéral, mais aussi pour réaliser l'accès universel à la protection sociale. Je commence par toi, Chris. Ouais. On a parlé déjà du rôle important que le Fonds mondial pour la sécurité sociale pour la protection sociale doit jouer. Donc, je ne vais pas répéter ça. Laissons espérer qu'on peut mettre un pas en avant à cette conférence. L'idée de la solidarité internationale, on a mis déjà ça en avant pendant la discussion récurrente de 2011, mais 10 ans plus tard, et avec l'expérience de la crise de pandémie, ça devient quand même temps de mettre ça en œuvre. Mais il y a aussi des autres défis. Un défi important, Mamadou, tu as signalé le leadership de l'OIT. Oui, ça a à faire avec la collaboration quand même difficile, avec le dialogue assez difficile avec les institutions financières internationales, donc où on constate que oui, tout le monde embrasse maintenant l'idée d'une protection sociale universelle, j'espère quand même, mais la définition de ça, ce n'est pas toujours la définition de l'OIT. Et c'est ça l'idée du leadership. Ce n'est pas seulement pour prendre le lead comme acteur, mais aussi de mettre en avant les normes de l'OIT et la propre vision de l'OIT sur la sécurité sociale. Et cette vision, ancrée dans la Convention 102, est une vision sur une sécurité sociale universelle pour tous les salariés. On constate que l'approche du World Bank, la banque World Bank est complètement différent, qu'ils veulent concentrer les dépenses sur ce qu'ils appellent les plus vulnérables, après vérification des moyens financiers des ménages, etc. On a les problèmes aussi avec le FMI. Dans ces programmes,
dans ces programmes. Souvent aussi, ces institutions qui ont plutôt essayé de promouvoir un modèle de plusieurs piliers où les assureurs privés pouvaient jouer un rôle. Donc, l'idée aussi est un peu le défi aussi pour les débats qu'on doit encore amener à l'enceinte de la Commission pour la discussion récurrente et quand même à nouveau répéter que l'OIT doit prendre le lead comme acteur, mais aussi en particulier pour promouvoir sa propre vision sur la sécurité sociale universelle. Merci Chris. Je me tourne vers vous Marcel. Quel est votre avis là-dessus par rapport au rôle important que doit jouer l'OIT ainsi que dans le cadre multilatéral? Ok, je pense que vous ne douterez pas. Je suis vraiment du même avis que Chris sur ce rôle, en tout cas, que nous pensons en tout cas être dévolu à l'OIT. C'est vraiment jouer le lead à ce niveau. Mais je voudrais également ajouter sur ce point-là que l'OIT doit également travailler à inciter les États. Aujourd'hui, nous parlons de la Convention 102. Mais il y a aussi la Convention 155 que nous pensons pourrait être en tout cas adoptée par la plupart des États. C'est des conventions qui sont assez importantes pour que nous puissions voir le bout du tunnel en partie dans nos États, pour que cette protection soit assez étendue. Si je reviens aujourd'hui sur la 155, vous constaterez que, bon, par exemple, mon pays, le Burkina, ne l'a pas ratifié. Pourtant, c'est une convention qui est assez importante, la santé au travail. Et je sais que nous avions travaillé là-dessus au niveau de la commission des normes. En tout cas, la question a été débattue et c'était en seconde lecture. Et nous pensons que ça va pouvoir aboutir. Et du reste, je ne sais pas si je peux faire cette ouverture pour dire que je dois participer à une visioconférence le lundi 21 avec la CEDEAO qui veut faire un plaidoyer dans 5 États de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Ghana, le Burkina, la Guinée, je pense à quel pays encore, le Libéria et autres, pour que ces États-là ratifient la 155, qui permettra quand même d'assurer une partie de la protection sociale à ces travailleurs salariés-là. Donc, c'est des éléments qu'il faut vraiment que nous puissions accompagner, que nous puissions soutenir. En plus, bien entendu, du fait que si l'OIT veut que la protection puisse être en tout cas universelle, elle doit clairement prendre le lead, accompagner les États et pousser les États à pouvoir effectivement s'inscrire dans cette dynamique-là. Parce que nous sommes des États, effectivement, qui avons nos responsabilités, mais malheureusement, les difficultés, les finances sont assez difficiles à mobiliser. Donc, ça fait que cette question n'est pas, j'allais dire, une priorité pour certains gouvernements dans nos États, malheureusement pour nous. Sinon, normalement, ça devait être quand même une priorité qui doit quand même être soutenue par tous. Donc, en tout cas, en plus des conventions que je venais de citer tout de suite, la 102 et la 155, nous devons en tout cas travailler pour qu'il y ait l'accent sur le renforcement des capacités des acteurs dans ce sens-là et que effectivement nous puissions avoir un dialogue social vraiment assez participatif et assez fructueux pour toutes les parties. Voilà résumé ce que j'avais comme proposition à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup Marcel et merci aussi à Chris. Je rappelle que vous nous rejoignez depuis vos pays respectifs, Chris depuis Bruxelles, mais aussi Marcel depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Je vous remercie infiniment pour cette discussion et vos contributions qui étaient très intéressantes et j'espère que nos lecteurs, mais aussi les participants ou ceux qui vont regarder cette vidéo après la session vont avoir quelque chose concernant cette protection sociale. Je voudrais aussi remercier le public qui regarde et les participants qui nous regardent depuis Zoom, mais aussi depuis les réseaux sociaux, puisque cette session, comme vous le savez, elle est en direct. Elle est aussi diffusée directement sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, et elle sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de l'OIT. Avant de clore cette session, je voudrais faire un petit rappel concernant 2 rendez-vous importants. Il s'agit d'abord de la continuation de la Voix des travailleurs
Et cette session, nous allons l'organiser samedi prochain. Et pour une fois, cette session sera disponible en espagnol. Nous allons voir la question du Covid, comment le Covid touche les collègues et les syndicats ainsi que les travailleurs en Amérique. Et nous allons voir quelles sont les réponses que les organisations syndicales dans cette région ont eu à apporter par rapport à cette pandémie. Le deuxième rendez-vous auquel je voudrais vous inviter concerne l'émission quotidienne de la Conférence internationale du travail qui se tient tous les jours à 16h30. Donc, la dernière édition de cette session se tiendra demain à 16h30 et vous êtes cordialement invités à participer à ces deux rendez-vous. Pour ma part, je tiens à vous remercier infiniment pour votre participation et nous allons rester en contact. Je vous remercie pour votre attention et très bonne soirée à chacun et au revoir à chacun. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Merci à toi aussi. Bye. Merci Bye. beaucoup.